Et nous voilà rassemblés pour ce grand entretien qui va conclure cette journée co-organisée par l'Institut Open Diplomacy et l'École nationale d'administration Construire une Europe durable, avec un invité tout particulier pour moi, puisque la dernière fois qu'on s'était retrouvés, c'était précisément ici, à la Maison de l'Europe de Paris, en avril 2018. Donc ça date un petit peu, et dans un contexte complètement différent aujourd'hui. Monsieur Moscovici, je ne vais pas présenter toutes vos qualités parce qu'elles sont nombreuses, mais vous avez, entre autres fonctions distinctives, été ministre de l'économie et des finances, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, et aujourd'hui, premier président de la Cour des comptes. Alors, je mentionne cette... Et je n'oublie pas que j'étais ministre des Affaires européennes pendant 5 ans tout de même. Oui, c'était dans un autre siècle. on ajoute cette qualité. Je garde ça pour moi. Et parlementaire européen, parce que cet engagement européen est pour moi un vrai fil rouge. Absolument. Et ça, c'est pour ça qu'on vous a invité à conclure cette journée. Je voulais insister sur la dimension premier président de la Cour des comptes, parce que, évidemment, la Cour des comptes, c'est une institution particulière qui impose un certain devoir de réserve pour vous. Donc on va avoir une discussion sans aucun embâge, mais dans les contraintes constitutionnelles qui sont les vôtres. Et notamment, si on commence par la Cour des comptes, comme toutes les organisations, on n'a parlé que de ça toute la journée, et c'est ce qu'on va faire pendant toutes ces rencontres du développement durable, la Cour des comptes fait aussi sa mue écologique. Sa mue sur elle-même et sa mue dans son métier de contrôle de magistrature financière. Alors j'aimerais que vous puissiez nous expliquer un petit peu cette transition de la Cour des comptes, une maison de plusieurs siècles, si je ne me trompe pas, qu'on imagine parfois immuable, et pourtant elle mue. Oui, elle bouge beaucoup, et c'est vrai qu'elle introduit ces paramètres écologiques dans sa propre vie et dans son propre travail, surtout dans sa propre vie. La Cour des comptes, c'est une organisation qui se trouve rue Cambon à Paris, où il y a 800 personnes, mais il y a aussi 17 chambres régionales des comptes et chambres territoriales des comptes sur l'ensemble du territoire, en France et dans les Outre-mer. Et nous sommes présents, et nous avons une politique qui est une politique de respect de l'environnement. Exemple, nous n'avons plus que des verres en plastique, pardon de le dire, là devant vous, verre en verre. Nous allons vers 100% de papier recyclé. Nous privilégions les véhicules hybrides avec des batteries rechargeables. Nous avons installé des batteries dans la cour de la cour, un rack à vélo, et nous encourageons tout à fait nos agents à se servir de leur vélo. Donc, et nous utilisons toujours des produits qui sont des produits écologiques pour nettoyer nos locaux, que ce soit à Paris ou dans les chambres régionales des comptes. Donc il y a un vrai souci du respect de l'environnement dans l'organisation elle-même. Et puis, c'est d'autant plus important que comme vous contrôlez les autres, il faut être l'exemplarité. Et puis, il y a ce que nous faisons, c'est-à-dire de la substance de notre travail. Et nous nous interrogeons beaucoup maintenant sur ces questions. Alors, comment le faisons-nous? À travers des rapports, évidemment, des rapports sur Enedis, par exemple, des rapports sur la Commission de régulation de l'énergie. J'en parlais la semaine dernière avec Jean-François Carinco, son président, la CRE. Des rapports sur l'évolution, disons, agroécologique de notre politique agricole, à la fois au plan français, mais aussi comment la politique agricole commune en France favorise, et à mon avis de manière encore insuffisante, l'agroécologie. Nous restons encore sur un modèle relativement productiviste de notre pays. Nous développons des évaluations de politique publique, alors soit pour les assemblées, par exemple pour le Sénat sur les énergies renouvelables, ou pour nous-mêmes avec un rapport qui a fait quelques bruits l'été dernier sur les algues vertes en Bretagne, que nous avons coproduit entre la Cour des comptes, sa deuxième chambre, et la Chambre régionale des comptes de Bretagne. Et cette dimension de l'évaluation des politiques publiques est une dimension que je souhaite vraiment développer. Aujourd'hui, elle représente quelques 5% de nos ressources humaines, on appelle des vacations. Et dans les 5 ans qui viennent, j'ai lancé un plan qu'on appelle JF 2025, juridiction financière 2025. Nous irons jusqu'à 20% d'évaluation de politique publique, et nous mettrons bien sûr l'accent sur cette transition, cette grande transition verte ou écologique. Et puis j'ajouterais encore les travaux du Conseil des prélèvements obligatoires. C'est un organisme associé à la Cour, que je préside également, qui, comme son nom l'indique, travaille sur la fiscalité et qui a fait un rapport sur la fiscalité environnementale, qu'il ne faut pas confondre avec la fiscalité écologique. C'était, je crois, en 2019. Voilà, nous essayons de couvrir l'ensemble de la palette.
en soulignant aussi les mérites des budgets verts, qui C'est ce que représentent j'avais demandé quelques parce 38 que- milliards d'euros maintenant. Et nous avons souligné dans nos travaux sur les finances publiques, nous rendons toute une série de rapports annuels sur les finances publiques Oui. dans le cadre constitutionnel que vous évoquez, aller dans cette direction-là. Certains proposent une cour des comptes écologique, ou une cour des comptes verte, ou une cour des comptes de l'environnement. Il n'y a pas besoin d'en créer une autre. C'est celle-ci qui doit devenir la Cour des comptes écologique ou la Cour des comptes de J'allais vous l'environnement. poser la question parce qu'on reçoit lundi soir pour notre prochaine journée des rencontres du développement durable le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, qui va nous parler précisément de la façon dont la France est équipée en termes d'indicateurs pour le green budgeting, c'est ce mot à l'anglo-saxonne pour dire que les politiques publiques mesurent par-delà les indicateurs financiers que Bercy collecte aussi l'impact carbone. Est-ce que cette chose assez nouvelle, ce cadre législatif un peu nouveau dans la loi de finances initiale, ça vous fait aussi travailler à la demande des parlementaires ou pas encore ? Pas encore, mais nous avons, très récent, nous avons hein, la capacité de le faire justement. Chaque année, la Cour des comptes produit, dans le cadre de ce qu'on appelle l'article 58.2 de la loi organique sur les lois de finances, la LOLF, nous produisons 5 rapports par an à la demande des 2 commissions des finances. Donc 5 pour la commission des finances de l'Assemblée, 5 pour la commission des finances du Sénat. Nous tâchons de codéfinir les sujets en lien avec les présidents et les rapporteurs généraux, les présidents en l'occurrence des 2 commissions des finances, donc Éric Woerth pour l'Assemblée et Claude Raynal pour le Sénat. Et c'est une dimension que je souhaite développer et nous leur ferons des propositions qu'ils retiendront ou ne retiendront pas dans leurs priorités pour l'année prochaine. C'est important de le mentionner parce que la Cour des comptes répond aussi à la demande parlementaire. Et... Nous sommes un organisme en France qui est indépendant, impartial. C'est pour ça que j'ai été un homme politique pendant longtemps. Je suis trop vieux pour changer complètement d'idée, mais elle me regarde désormais. Je suis impartial et je n'ai pas à me prononcer du tout dans le débat politique. En revanche, la Cour des comptes, comme organisme public constitutionnel, est à équidistance entre le gouvernement et le Parlement, et son rôle, c'est d'éclairer le débat public par des analyses chiffrées, par des propositions. On vit quand même dans une époque, dans l'élection présidentielle l'an prochain, qui est celle des fake news, où on peut raconter absolument n'importe quoi. On a besoin dans le débat public d'avoir quelques ancres stables, solides. Pour moi, la Cour des comptes fait partie de ces ancres du débat démocratique. Les Français d'ailleurs ont un très grand respect pour nous. Je ne sais pas quelle institution publique a, comme nous, un taux d'approbation de quelque 70% avec une notoriété supérieure à 90%. Et ça, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre puissance. Et il faut rester dans l'excellence, dans l'impartialité, dans l'indépendance, mais aussi être sur les sujets qui sont les sujets de demain. Alors vous l'avez dit, vous avez exercé avant cette mission nouvelle pas si récente que ça tout à fait, mais de premier président de la Cour des comptes, vous avez été ministre des Affaires européennes, ministre des Finances, commissaire européen, et notamment dans cette fonction, vous avez participé à la genèse du Green Deal dont on a parlé toute la journée. Il a changé la donne à Bruxelles, c'est évident. Il a permis la naissance de ce plan Next Generation EU. Et comme ministre des Finances, vous étiez battu pour une dette commune à l'échelle européenne. Ça y est, on en a une. En tout cas, on est en train d'émettre les premiers eurobonds. Pendant la crise de la zone euro, vous portiez ce combat. Il a eu ses fruits quelques années plus tard. Comment est-ce que vous, à l'aune de cette expérience politique, sans prendre parti pour qui que ce soit, vous analysez ces changements ? Est-ce que cette idée d'un moment hamiltonien, comme on l'a entendu souvent au moment de la publication du plan de relance, vous la partagez en référence à la mise en dette, en mise en commun de la dette des États fédérés des États-Unis, ou est-ce que vous voyez les choses un petit peu différemment ? D'abord, il y a une genèse. C'est vrai qu'il y a eu la crise financière. La réponse à la crise financière, ça a été pour l'essentiel ce qu'on appelle le two-pack et le six-pack, c'est-à-dire le durcissement ou le renforcement des règles qui pèsent sur les finances publiques, dont j'étais chargé d'assurer le respect à la Commission européenne après avoir été ministre de l'économie et des finances. Et avec Jean-Claude Juncker, nous avions pris 2 initiatives. Une initiative qui était d'introduire de la flexibilité dans ces règles, c'est-à-dire de ne pas contraindre, de ne pas punir les pays qui restaient non pas en marge, mais sur la ligne, en quelque sorte, borderline, comme on disait. Nous n'avons pas puni, sanctionné l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, pendant les 5 ans où j'étais à la Commission européenne. Nous avons bien fait, car ça n'aurait eu aucun sens, car nous ne voulions pas tuer la croissance qui reprenait. Puis la deuxième chose, c'est que nous avons lancé à l'époque ce qu'on appelle le plan Juncker, qui est un peu l'ancêtre de Next Generation EU, qui était un grand plan de quelques 600 milliards d'euros de prêts,
assuré par la Banque européenne d'investissement, qui aidait à financer l'économie de demain. Et dans ce sens-là, oui, nous étions précurseurs du Green New Deal parce que nous avions fléché un certain nombre d'investissements vers l'économie verte. Mais l'histoire a changé. Elle a changé de deux façons. Elle a changé d'abord parce qu'il y a eu une nouvelle commission qui a mis comme flagship le Green New Deal avec Ursula von der Leyen et avec Franz Timmermans, le premier vice-président qui est aussi en charge de cette grande question, avec l'idée de mêler tout ce qui est politique fiscale, ce qui est politique environnementale, ce qui est politique industrielle, dans un grand plan qui va de l'économie circulaire jusqu'aux batteries hydrogène, en passant par les aciers bas carbone, quelque chose d'extrêmement global qui mêle toutes ces dimensions. Et bien sûr, la rénovation des logements, qui est un sujet absolument central, avec l'objectif Fit for 55, donc diminuer, ou plutôt être à 2050 la première économie neutre en carbone, et passer à 55% pour 2030 en termes d'objectifs d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, donc ça, on est de CO2. On est sur quelque chose de très puissant comme volonté politique, avec des outils financiers, et arrive là-dessus la crise Covid. Et la crise Covid bouscule les certitudes et permet de faire ce qu'effectivement je souhaitais depuis longtemps, une mutualisation de la dette à travers Next Generation EU. Et le fait est que ce plan, d'une part, est un plan de mutualisation de la dette, c'est totalement nouveau. C'est un plan de solidarité du nord vers le sud, car les Néerlandais, par exemple, ne réclament pas d'argent dans ce cadre-là. Les Italiens bénéficient de quelques 200 milliards d'euros. Et puis, troisièmement, et c'est la différence avec le plan Juncker, il n'y a pas que des prêts. Il y a aussi des subventions, loans and grants. Nous avons les deux dans le cadre de ce plan. Alors, la grande question, c'est jusqu'à quel point c'est transformateur, jusqu'à quel point on sera capable de faire de l'écologie la politique économique de l'Union européenne de demain, pas la seule, mais l'essentiel. Et puis la deuxième question, c'est jusqu'à quel point est-ce que c'est durable, à l'autre sens de durabilité. C'est pas seulement durable au sens du développement durable, c'est durable au sens de, dans le temps, est-ce que c'est soutenable, est-ce que ça va continuer. Et là, il y a une grande question politique qui est devant nous pour la sortie de crise. C'est est-ce que, au fond, c'est un one-off, donc on l'a fait une fois, crise exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et puis on arrête, et on revient au statu quo ante, les mêmes règles, avec le même budget. Ou bien, est-ce que c'est le moment hamiltonien de l'Europe? Qu'est-ce que c'est ce moment hamiltonien? Tout le monde parle de ça. C'est un dîner qui s'est tenu en 1790 à Broadway entre Thomas Jefferson, James Madison et Alexander Hamilton. Et les trois hommes qui n'étaient pas du tout sur la même position ont lancé en fait le fédéralisme américain, qui était un fédéralisme budgétaire avec une mutualisation de la dette. Est-ce qu'on va, dans l'avenir, consolider Next Generation EU, en faire un outil qui dure? Est-ce qu'on va vraiment mettre en place les nouvelles ressources propres dont l'Union européenne a besoin de se doter? On a augmenté, vous savez, le plafond des ressources propres, mais maintenant il reste à les définir. On en a une qui est décidée, c'est une taxe sur les déchets plastiques. Ok, c'est bien, enfin pardon, en termes de rendement, ça va pas être grand-chose. La vraie question, c'est est-ce qu'on va faire une taxe carbone aux frontières, taxe sur le numérique et fiscalité énergétique elle-même. Et ça, c'est les grands débats que je n'ai pas pu faire aboutir quand j'étais commissaire à la fiscalité. J'ai fait beaucoup de choses dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, mais là, maintenant, il faut passer ce stade. Et la grande question, pardon d'être long, ça va être, est-ce qu'en sortie de crise, donc 2022-2023, on dit stop ou encore? Et alors, vous bouclez avec... Et ça implique aussi que nos pays, notamment la France, soit capable de maîtriser sa dette. C'est ce que j'allais vous demander. Et de maîtriser ses finances publiques. Ça boucle avec ce que Clément Beaune disait en introduction de cette fin de journée. Précisément, un des objectifs de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, ça va être de faire aboutir ces paquets législatifs sur les ressources propres qui ont vocation à crédibiliser notre dette commune. Et au fond, il y a la question de notre aptitude à soutenir cet effort. Et on sait très bien dans les rapports de force internes à l'Union européenne que le grand sujet, c'est est-ce que tout ça est crédible? Les Allemands nous ont beaucoup challengés sur ces sujets-là, les Néerlandais aussi. Est-ce qu'on sera capable de faire face, d'honorer cette dette? Quand on voit que s'installe dans le débat public toute une litanie sur c'est une dette qui n'a pas vocation à être remboursée, etc., on peut quand même s'interroger sur la crédibilité de la France aux yeux de ses partenaires sur ce sujet. Mais il est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 10 ans, on était en pleine crise de la zone euro avec un verrou budgétaire, le two-pack, le six-pack, ce qui n'a rien à voir avec l'espèce d'élan hamiltonien. Alors, je ne parle pas de moment, mais d'élan en tout cas, qui s'est produit. Et donc la question qui se pose, c'est
comment est-ce qu'on va atterrir? Parce que je crois que le sujet n'est pas tant est-ce que ça va se reproduire, mais comment est-ce qu'on va crédibiliser cette trajectoire et si elle devient crédible, alors peut-être que ça pourra se reproduire. Est-ce que il y a une question européenne, il y a une question française. La question européenne, c'est encore une fois, est-ce qu'on décide de changer de paradigme? C'est ça la vraie question. Le paradigme, il est double. C'est effectivement de verdir toute notre action, c'est le Green Deal, et puis c'est ensuite de se doter vraiment des outils, budget de la zone euro, budget de l'Europe, à la hauteur de nos ambitions. Et là, au milieu, pardon de le dire, il y a une question française. La France est un très grand pays dans l'Union européenne. C'est un pays cœur, c'est un pays fondateur. Et avec l'Allemagne, avec l'Italie, c'est un pays où, oui, peut-être moins en 2022, il y a aussi des effets de rattrapage. Disons qu'au total, il faudra regarder ce qu'est la croissance potentielle dans les années qui viennent. Et ça, il faut la muscler. C'est une question de stratégie interne. J'entre pas là-dedans. Mais il faudra investir pour que cette croissance soit une croissance forte dans la durée et pas une croissance forte sur 2021 et éventuellement sur 2022. Mais je ferme cette parenthèse. On va nous regarder. Et vous savez, moi, ce que j'ai appris, j'ai fait beaucoup de politique. La politique, c'est la gauche, la droite, c'est l'opposition, la majorité. C'est plus tout à fait la gauche, la droite maintenant d'ailleurs. C'est un combat. Mais c'est aussi, à l'échelle européenne, quelque chose d'un peu différent, c'est de l'empathie. C'est-à-dire comprendre ce que pense celui qui n'agit pas comme vous et ne pense pas comme vous. À la Commission européenne, on décidait toujours par consensus, alors que nous avions des options politiques très différentes. Au Conseil de l'Union européenne, malgré tout, les décisions se prennent par consensus. Et il faut comprendre, mettez-vous à la place une seconde d'un frugal, un néerlandais, ou d'un allemand. Voilà des pays qui ont fait beaucoup pour avoir une discipline en termes de finances publiques. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour assainir leurs finances publiques, pour soutenir leur économie. Et à côté de ça, il y a d'autres pays qui leur disent bon ben voilà, la dette on ne peut pas la rembourser, alors qu'ils ont une dette 2 fois supérieure à la leur. Alors la réaction, c'est écoute, franchement, balaye devant ta porte, nettoie ta propre maison, et ensuite tu pourras nous donner des leçons. Et je pense que si nous voulons crédibiliser l'idée d'aller vers quelque chose de durable en matière de finances publiques, de changer de paradigme, il faut que nous soyons sérieux nous-mêmes. Vous savez, dans la zone euro, en sortie de crise, il y aura un pays à 160%, parmi les 3 grandes économies de la zone euro, l'Italie, de dette publique, un pays autour de 120, la France, et un pays à 65 ou 70, l'Allemagne. On va finir par se donner une élongation quand même. On ne peut pas avoir des taux allemands avec une dette italienne ou une dette grecque, par exemple. C'est pas possible. Et donc, il faut donner des signaux aux investisseurs, qui sont des signaux qui sont pas, on va faire 60%, ça je n'y crois pas du tout. Je suis pas du tout pour l'austérité, et on a besoin d'investir justement dans la transition écologique, dans la transition numérique, dans l'innovation, la recherche, les compétences. On a besoin d'investir. On a besoin de faire des dépenses publiques. On a des économies à faire ailleurs. Mais si on n'est pas capable de se fixer une trajectoire de dépenses et de dettes qui soit réaliste, qui montre à nos partenaires que nous aussi nous sommes crédibles et sérieux, alors on n'obtiendra pas d'eux la concession de renoncer à des règles trop rigoristes et à un cadre budgétaire étroit. Si on veut des règles plus souples et un cadre budgétaire plus ambitieux, alors il faut que nous soyons sérieux chez nous. Voilà mon message. Merci. Et c'est un message que je porterai, pas dans la campagne présidentielle, parce que c'est pas mon rôle, mais après l'élection présidentielle, il faudra qu'on sorte du quoi qu'il en coûte. Il sera temps, d'ailleurs, puisque ce sera un nouveau cycle politique et un nouveau cycle économique. Et pour crédibiliser le cycle européen, il faut que la France soit vraiment au cœur. Et je compte beaucoup, en effet, sur la présidence française de l'Union européenne pour porter ces problématiques dans leur globalité. Merci beaucoup, Monsieur Moscovici. Ce tour d'horizon de la Cour des comptes et son garage à vélo au couloir de Bruxelles, on a fait un tour très complet. Merci beaucoup parce que ce partage d'expérience extrêmement large nous permet de cadrer, de boucler cette journée d'une grande densité co-organisée avec l'ENA par l'Institut Open Diplomacy, cette 3e journée des rencontres du développement durable depuis la Maison de l'Europe. Je le dis tout particulièrement parce que votre propos contribue à ce que les citoyens puissent participer activement à la conférence sur l'avenir de l'Europe, contribuer à cette réflexion à l'échelle européenne sur l'avenir de nos institutions. Vous avez vous-même parlé de changement de paradigme. Je crois qu'on touche là à ce qui est essentiel. Merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve samedi 2 octobre pour parler d'industrie du futur, cette industrie qui représente à peu près 25% de nos émissions de gaz à effet de serre et qu'il s'agit de transformer pour qu'elle soit plus durable environnementalement, socialement. On se retrouve donc très bientôt pour continuer les discussions. Merci à tous, bonne soirée.